Depuis les premières découvertes de fossiles au XIXe siècle, la paléontologie a sans cesse révélé des facettes fascinantes du monde révolu des dinosaures. Parmi ces découvertes, l'apparition des premiers œufs fossilisés représente une avancée capitale pour notre compréhension de ces créatures qui ont dominé la Terre pendant des millions d'années. Ces œufs fossiles ne sont pas de simples vestiges. Ils ouvrent une véritable fenêtre sur les comportements reproductifs, les stratégies d'incubation et les soins parentaux des dinosaures. Des aspects qui restent souvent dans l'ombre faute d'indices tangibles. Cette section propose de plonger ensemble dans l'histoire de ces premières découvertes et d'en apprécier l'impact scientifique et paléobiologique. La connaissance des œufs fossilisés de dinosaures a véritablement débuté au cours du XIXe siècle, période marquée par un engouement croissant pour les fossiles et la naissance d'un questionnement plus systématique sur l'origine et la nature des restes anciens. Cependant, les premiers œufs que l'on a mis au jour furent longtemps mal interprétés, voire mystérieux. Par exemple, dans les années 1850, en Europe, des formations rocheuses contenant des objets ovoïdes furent d'abord attribuées à des œufs de tortue ou même à des pierres d'origine géologique sans lien biologique. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que le véritable lien entre ces œufs fossiles et les dinosaures fut timidement établi. En 1859, année charnière pour la paléontologie, avec la publication de L'origine des espèces de Charles Darwin, des fossiles d'œufs furent découverts au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, associés à des ossements de dinosaures. Cette co-occurrence permit à certains naturalistes de suggérer pour la première fois que ces œufs étaient ceux des dinosaures, même si cette hypothèse ne trouva pas immédiatement consensus. Le tournant décisif survint au début du XXe siècle, grâce aux fouilles menées en Mongolie, sur le site de la formation de Nemegt et dans la région du désert de Gobi. Ces sites révélèrent des nids d'œufs fossilisés en grand nombre, souvent en amas, entourés d'ossements de petits dinosaures. Ces découvertes, nombreuses et bien documentées, permirent aux scientifiques d'affirmer sans doute que certains dinosaures non aviens se reproduisaient par ponte d'œufs, exactement comme les oiseaux d'aujourd'hui. Ces nids retrouvés posaient simultanément les premières bases pour comprendre la organisation spatiale des sites de ponte et les possibles comportements parentaux. Par ailleurs, l'étude microscopique des coquilles d'œufs, débutée dans la première moitié du XXe siècle, apporta une nouvelle dimension à la recherche. Les paléontologues comprirent que la structure de la coquille, son épaisseur, sa porosité et sa composition minérale étaient des témoins précieux de l'environnement de ponte et des modalités d'incubation. En analysant ces critères, ils purent notamment déduire si les œufs étaient enterrés dans le substrat, comme chez certains reptiles actuels, ou exposés à l'air libre, possiblement couvés par les parents. La découverte des premiers œufs fossilisés a également permis une avancée majeure sur la chronologie des cycles de reproduction. En comparant la disposition des œufs et la maturation embryonnaire observée dans certains fossiles, il est devenu possible d'estimer la durée d'incubation et de déduire des aspects du développement des jeunes dinosaures, ouvrant ainsi la voie à un dialogue entre paléontologie, embryologie et biologie évolutive. Mais peut-être que l'importance scientifique la plus profonde de ces découvertes réside dans le fait qu'elles ont bouleversé la vision traditionnelle des dinosaures comme des créatures uniquement brutales et mal adaptées aux soins des jeunes. Au contraire, la présence d'œufs et de nids organisés suggère une complexité comportementale plus grande, où certains dinosaures auraient adopté des stratégies de soins parentales proches de celles des oiseaux modernes. Cela a fait évoluer notre image du monde mésozoïque, présentant ces reptiles géants non seulement comme des êtres dominants, mais aussi comme des créatures ayant développé des comportements sociaux liés à la reproduction.
En résumé, la découverte des premiers œufs fossilisés de dinosaures marque un jalon fondamental dans la paléontologie. Elle constitue le premier indice palpable des stratégies reproductives de ces animaux disparus et fait apparaître un lien direct entre eux et leurs descendants modernes, les oiseaux. Plus qu'un simple fragment du passé, ces œufs sont les témoins silencieux d'une histoire biologique riche, où la vie triomphait sous toutes ses formes. Dans la section suivante, nous allons explorer la variété des groupes de dinosaures, herbivores et carnivores, et découvrir comment chaque groupe possédait ses propres modes de reproduction, un aspect intrinsèquement lié à la diversité des œufs et des nids que nous venons d'évoquer. Cette progression nous permettra d'approfondir la compréhension des stratégies évolutives mises en œuvre pour assurer la survie de leurs descendants. Après avoir exploré les premières découvertes des œufs fossilisés de dinosaures et leur importance capitale pour la science, il est à présent temps de s'intéresser à la grande diversité des dinosaures eux-mêmes, notamment à la variété de leurs groupes, regroupant à la fois herbivores et carnivores, et surtout aux différences notables dans leurs méthodes de reproduction. Cette diversité reflète non seulement une mosaïque de comportements complexes, mais aussi des adaptations évolutives en fonction de leur mode de vie, de leur taille, de leur environnement et de leur physiologie. Les dinosaures, pour simplifier, se divisent en deux grandes catégories appelées ordres, les saurichiens et les ornithischiens. Parmi les saurichiens, on trouve notamment les redoutables théropodes, principalement carnivores, comme le célèbre Tyrannosaurus rex ou le Vélociraptor, mais aussi les grands sauropodes herbivores, tels que l'Apatosaurus ou le Diplodocus. De leur côté, les ornithischiens sont essentiellement des herbivores, avec une immense variété d'espèces, telles que les hadrosauridés, les tricératops, les ankylosaures ou les stégosaures. Cette classification est cruciale, car elle influence directement les modes de reproduction et les stratégies liées à la ponte et l'élevage des petits. Commençons par les dinosaures carnivores, qui sont le plus souvent des théropodes. Ces prédateurs bipèdes présentaient des modes de reproduction qui évoquent certaines similitudes frappantes avec ceux des oiseaux modernes, leurs descendants directs. Chez plusieurs théropodes, les œufs retrouvés sont souvent regroupés en nids bien organisés, parfois fracturés ou disposés en cercles concentriques. Ces indices suggèrent que ces dinosaures avaient une certaine conscience de la protection de leurs œufs. Plus encore, les postures fossilisées de certains adultes, positionnés en cercle au-dessus des nids, laissent supposer qu'ils pratiquaient la couvaison active, comme le font aujourd'hui les oiseaux. Une démarche remarquable qui témoigne d'un soin parental sophistiqué. Chez ces carnivores, la taille des œufs est généralement modérée, adaptée à une croissance rapide et efficace des embryons, qui devaient devenir rapidement autonomes dans un milieu où la compétition et la prédation restaient élevées. Certains chercheurs émettent l'hypothèse que des soins parentaux duraient au-delà de la simple incubation, guidant les jeunes dinosaures à chasser et à survivre. En somme, on observe dans ces groupes un système complexe, combinant protection, incubation et apprentissage. En contraste, les dinosaures herbivores, notamment les sauropodes géants, adoptaient des stratégies reproductives souvent différentes. Il est difficile de trouver des indices évidents d'une couvaison avec maintien des parents au chevet des nids, probablement à cause de leur taille gigantesque, qui aurait rendu cette tâche improbable, voire dangereuse. Chez ces géants, les œufs découverts, assez gros mais très nombreux, étaient disposés souvent en vastes champs de ponte, suggérant une reproduction en masse avec un grand nombre de petits, mais avec un investissement parental limité après la ponte. Les sauropodes auraient probablement déposé leurs œufs dans des nids simples, peut-être parfois enterrés sous la terre ou la végétation,
pour les protéger des éléments extérieurs et des prédateurs. L'incertitude règne cependant sur la nature exacte des soins une fois les œufs pondus. L'absence d'ossements adultes en association directe avec des nids laisse penser qu'ils ne pratiquaient pas la couvaison active. Cette stratégie semble plutôt s'apparenter à celle de nombreux reptiles modernes, comme les tortues, qui produisent de nombreux œufs dont seule une fraction survit effectivement. Du côté des ornithischiens herbivores, la diversité des méthodes est encore plus grande. Les hadrosauridés, par exemple, connus pour leur bec très spécialisé, semblent avoir adopté des stratégies de nidification plus élaborées. Des découvertes de champs de nids fossilisés avec des restes d'ossements de juvéniles autour ont conduit à penser qu'un certain soin subséquent à la naissance pouvait exister. Ces comportements parentaux suggèrent une forme de protection des jeunes, peut-être à travers la surveillance des nids ou un groupe social formé. Les dinosaures cuirassés, tels que les ankylosaures, ancêtres de créatures lourdement protégées, ont également laissé des traces de leur reproduction, bien que moins nombreuses. Les œufs fossilisés associés à ces espèces montrent souvent des structures de coquilles particulières, renforcées, peut-être pour résister à la prédation. Le mode de dépôt des œufs semble systématiquement recherché en milieu sécurisé, bien que les informations sur la présence de soins parentaux soient pour l'instant plus ténues. Il est important de noter que dans tous ces cas, la diversité des méthodes découle aussi de considérations environnementales. Le contexte paléoécologique, riche en variations climatiques, a sans doute imposé une pression sélective sur les comportements reproductifs. En zone aride ou tempérée, la stratégie pouvait privilégier la camouflage et la rapidité d'éclosion, alors qu'en milieu plus tempéré ou humide, les soins prolongés étaient possibles et favorables. En somme, la diversité des groupes de dinosaures révèle une palette étonnante de stratégies reproductives. Les carnivores théropodes penchent vers des soins parentaux évolués, approchant les comportements modernes des oiseaux. Tandis que les herbivores, notamment les sauropodes géants, adoptent souvent une approche plus quantitative, mise sur la ponte massive et une faible exposition aux soins après la naissance. Entre ces extrêmes, de nombreuses nuances existent, témoignant de l'adaptabilité et de la complexité des comportements dans le règne des dinosaures. Comprendre cette diversité est essentiel pour reconstituer non seulement l'écologie de ces animaux anciens, mais aussi leur évolution. En effet, les modes de reproduction ne sont pas de simples traits biologiques. Ce sont des réponses adaptatives fondamentales qui ont façonné les lignées sur des millions d'années. Cette exploration des groupes de dinosaures et de leurs stratégies reproductives ouvre la voie à une meilleure connaissance du processus de ponte lui-même, sujet que nous aborderons dans la prochaine section. Nous y détaillerons comment les œufs se formaient à l'intérieur de l'organisme des femelles, leur dépôt dans l'environnement naturel et les implications biologiques et écologiques de ces étapes cruciales dans la vie des dinosaures. Poursuivons notre exploration fascinante de la reproduction des dinosaures en nous intéressant maintenant au processus même de la ponte, un voyage captivant qui va de la formation des œufs à l'intérieur de l'organisme femelle jusqu'à leur dépôt dans le milieu naturel. Cette étape centrale révèle beaucoup sur la biologie interne des dinosaures et sur leur interaction avec leur environnement, et témoigne d'une complexité remarquable, digne des plus finement orchestrées stratégies reproductives animales. Pour commencer, il convient de rappeler que, comme chez les reptiles et les oiseaux actuels, ce sont les femelles dinosaures qui produisaient les œufs. Le point de départ de ce processus se situe dans les ovaires, où se développent les ovocytes, chez ces créatures gigantesques. Contrairement aux mammifères, où les embryons se développent dans l'utérus, en lien direct avec la mère, les dinosaures, étant ovipares, externalisaient la gestation en générant des œufs,
contenant tout ce dont l'embryon aura besoin pour grandir jusqu'à l'éclosion. Dans l'ovaire, chaque ovocyte commence par croître, entouré de couches nutritives destinées à soutenir le futur embryon. À mesure que s'opère cette maturation, une coquille calcaire est progressivement sécrétée autour de l'ovule. Chez les dinosaures, la formation de cette coquille ne se limitait pas à une simple barrière protectrice. Elle devait aussi garantir l'échange de gaz essentiels, notamment l'oxygène et le dioxyde de carbone, grâce à une porosité adaptée. La composition minérale majoritaire reposait sur le carbonate de calcium, analogue à celle des œufs d'oiseaux modernes, avec des variations au niveau microscopique révélant des adaptations spécifiques. Une caractéristique fascinante de ce processus réside dans le temps qu'il prenait. La formation complète de l'œuf, coquille comprise, pouvait durer plusieurs heures à plusieurs jours, selon la taille de l'espèce concernée. Les sauropodes, producteurs d'œufs souvent assez gros, engageaient ainsi une fabrication plus longue, tandis que les petits théropodes aux œufs plus modestes pouvaient accomplir cette phase plus rapidement, ce qui avait aussi pour effet d'influencer le rythme de reproduction globale. Une fois l'œuf constitué, le trajet de ce dernier à travers le système reproducteur se poursuivait dans l'oviducte, un conduit spécialisé, où pouvaient se dérouler diverses étapes, comme la formation de couches supplémentaires, de membranes, ou l'application d'une substance protectrice sur la coquille. Cette ultime phase préparait l'œuf à affronter les conditions souvent rudes du milieu naturel lors de son dépôt. L'acte même de la ponte, soit l'expulsion de l'œuf hors du corps, reste difficile à observer, bien sûr, dans le contexte fossile. Pourtant, grâce à l'analyse des structures squelettiques et musculaires des dinosaures femelles, les paléontologues ont pu reconstituer certaines hypothèses crédibles. Chez plusieurs théropodes, la configuration des os du bassin, large mais robuste, offrait un passage suffisant à ces œufs, souvent de taille modérée. De leur côté, les grands sauropodes disposaient d'un bassin également large, bien que leur taille colossale complexifiait mécaniquement la phase de ponte. Dans la majorité des espèces, la ponte devait se dérouler dans un lieu adapté, choisi avec soin par la femelle ou parfois par le couple. L'environnement pouvait être variable, des sols sableux, argileux ou recouverts de végétation, en fonction de l'habitat du dinosaure. L'objectif principal étant de protéger les œufs des prédations et des variations climatiques, certains dinosaures sélectionnaient des emplacements stratégiques, souvent en groupe, créant ainsi des champs de ponte ou des nids collectifs. Le nid lui-même était le plus souvent une simple dépression, creusée dans le sol, parfois renforcée par des éléments naturels, comme des feuilles, des brindilles ou des branches. Quelques espèces plus avancées semblaient construire des structures plus élaborées, témoignant d'un investissement comportemental supérieur. Par exemple, les oviraptoridés, proches des oiseaux et bien connus pour leurs fossiles retrouvés en position de garde sur leurs œufs, pouvaient bâtir des nids circulaires avec des arrangements complexes. Le dépôt effectif des œufs pouvait s'effectuer en plusieurs fois, la femelle pondant souvent un nombre total de plusieurs dizaines d'œufs dans une même saison reproductive, en les disposant selon un schéma plus ou moins organisé. Certains fossiles de nids mettent en lumière une disposition en spirale ou en anneau, tandis que d'autres révèlent des groupes lâches, parfois même mélangés avec les œufs d'autres individus, suggérant un comportement colonial. Après la ponte, il est probable que certains dinosaures enterraient leurs œufs partiellement ou totalement pour les isoler d'un environnement extérieur potentiellement hostile. Cette stratégie était commune chez plusieurs reptiles actuels et semble avoir aussi été adoptée à diverses époques par certains dinosaures. Cette mise à l'abri naturelle agissait comme une thermorégulation passive et une protection
contre les prédateurs. À l'inverse, d'autres espèces laissaient leurs œufs à découvert, préférant sans doute compter sur la vigilance parentale. Cette variation entre espèces souligne l'incroyable diversité des stratégies reproductives et l'adaptabilité des dinosaures aux contraintes écologiques. Il est même possible que certaines femelles aient adopté des comportements mixtes, organisant partiellement l'environnement tout en assurant un certain degré de protection active. Enfin, la durée jusqu'à l'éclosion était elle aussi un facteur influencé par le milieu et la stratégie de ponte. Des études récentes utilisant la tomodensitométrie sur des embryons fossiles suggèrent que certains dinosaures avaient une incubation longue, de plusieurs mois, similaire à celle des reptiles actuels, tandis que d'autres, notamment des théropodes, présentaient un développement plus rapide. En rassemblant toutes ces données, on saisit mieux l'image d'un processus de ponte sophistiqué, combinant des adaptations physiologiques profondes et des comportements variés. Ce cheminement, de la formation de l'œuf à son dépôt, était au cœur de la reproduction et déterminait largement la survie des générations futures. Dans la section suivante, nous approfondirons la morphologie même des œufs de dinosaures, leur taille, leur forme, la constitution de leur coquille et comment ces caractéristiques ont pu influencer la réussite de la reproduction au sein d'écosystèmes souvent hostiles et changeants. Pour poursuivre notre immersion dans le monde étonnant des dinosaures, penchons-nous maintenant sur un aspect aussi délicat qu'essentiel: la morphologie et la structure des œufs de dinosaures. Leur taille, leur forme, la composition de leur coquille, autant de caractéristiques qui ouvrent une fenêtre fascinante sur leur reproduction, leur écosystème et parfois même leur mode de vie. Découvrons ensemble comment ces éléments se combinent pour former des capsules de vie si précieuses et comment les fossiles que nous étudions aujourd'hui nous en apprennent beaucoup sur ces animaux disparus depuis des millions d'années. Les œufs de dinosaures, à l'instar de ceux des reptiles et oiseaux actuels, révèlent une grande variété morphologique selon les groupes auxquels ils appartenaient. La taille, tout d'abord, varie considérablement, allant de quelques centimètres pour les petits théropodes à plus de 30 centimètres pour certains sauropodes géants. Par exemple, les œufs de certains petits théropodes, tels que les oviraptoridés, mesurent environ 10 à 15 centimètres de long, une taille comparable à celle des gros œufs d'autruche d'aujourd'hui, alors que les œufs des sauropodes pouvaient atteindre ou même dépasser les 30 centimètres, périphérie comparable à la taille d'une grosse pastèque. Cette variation de taille a naturellement des incidences sur la capacité embryonnaire, la durée d'incubation, ainsi que sur la protection nécessaire. Les petits œufs nécessitent souvent moins de ressources, mais plusieurs doivent être pondus ensemble pour assurer la survie des petits, tandis que les grands œufs sont, en quelque sorte, des investissements plus concentrés, produits en moins grand nombre. La forme des œufs est également très diversifiée. Plutôt que d'être toujours sphériques comme on pourrait l'imaginer, une multitude de formes ont été observées dans les fossiles. Ovoïdes, plus ou moins allongés, en forme de poire, voire asymétriques. Par exemple, les œufs de certains théropodes affichent une forme ovale allongée, avec un pôle plus pointu, rappelant les œufs des oiseaux modernes, ce qui appuie encore une fois le lien évolutif entre ces groupes. À l'inverse, certains œufs de sauropodes, ainsi que d'ornithischiens, peuvent être plus sphériques ou légèrement aplatis. La forme de l'œuf n'est pas qu'une simple question esthétique. Elle influence la disposition dans le nid, la stabilité, la ventilation et la surface d'échange avec l'environnement, ainsi que la facilité avec laquelle la femelle peut pondre. Des œufs allongés s'ajustent mieux en anneaux serrés dans le nid, favorisant une meilleure gestion de l'espace et une régulation thermique plus efficace. En ce qui concerne la coquille, sa structure est d'une importance capitale. Composée principalement de carbonate de calcium,
Sa structure microscopique révèle plusieurs couches superposées qui contribuent à sa solidité et à sa capacité à protéger l'embryon contre les agressions mécaniques, la déshydratation et parfois les attaques microbiennes. L'épaisseur de la coquille varie selon les types d'œufs, généralement situés entre 0,1 et 1 mm. Mais certaines espèces, comme les sauropodes, en possédaient des coquilles assez épaisses pour résister à des pressions élevées. Au microscope, la coquille des œufs de dinosaures présente une organisation en cristaux distincts, alignés selon des motifs précis qui informent sur leur capacité de perméabilité au gaz. Cette propriété est cruciale. L'embryon a besoin de respirer. Donc, la coquille doit permettre un échange optimal entre oxygène et dioxyde de carbone, tout en limitant la perte d'eau. On distingue généralement 3 grandes couches dans la coquille: la mammillaire, la prismatique et l'externa, chacune jouant un rôle spécifique dans la protection et la fonctionnalité de l'enveloppe. La couche prismatique fournit la majeure partie de la rigidité, tandis que la couche externe agit comme barrière contre les agents extérieurs. Par comparaison, la disposition des pores dans la coquille permet de déduire les conditions d'incubation, notamment si les œufs étaient enfouis sous terre ou laissés à l'air libre. Par exemple, les œufs dont la coquille possède une porosité élevée étaient sans doute enterrés dans le sol humide ou dans des amas de végétation, permettant ainsi un échange gazeux optimal malgré l'enfouissement, similaire à la reproduction de certaines tortues actuelles. À l'inverse, des coquilles moins poreuses indiquent que les œufs étaient déposés à découvert et devaient être incubés par la chaleur directe du soleil ou éventuellement par la chaleur corporelle d'un parent couveur. Par ailleurs, des analyses chimiques minutieuses ont révélé que la composition minérale peut varier selon les espèces et refléter les caractéristiques de l'environnement dans lequel se trouvait le dinosaure. Certains éléments tracés dans la coquille, comme des isotopes spécifiques, permettent même aux chercheurs de reconstituer la température ambiante et l'humidité du lieu de ponte. Ces découvertes ouvrent un formidable champ d'investigation, puisque la structure des œufs, leur forme et leur composition ne sont pas de simples vestiges passifs. Ils représentent un véritable code biologique, adapté finement à chaque contexte phylogénétique et écologique. Enfin, il est important de souligner que la diversité morphologique de ces œufs reflète aussi une évolution progressive au cours du Mésozoïque. Au fil des millions d'années, des groupes différents ont vu naître des innovations dans la structure des œufs, permettant par exemple une meilleure résistance aux prédateurs, une incubation plus efficace ou un soin accru des parents. Les fossiles d'œufs, donc, sont non seulement des témoins du passé, mais aussi des documents d'évolution biologique qui nous renseignent sur la transition délicate des dinosaures non aviens vers les oiseaux actuels, notamment à travers des similitudes dans la forme et la structure des œufs. Dans la section suivante, nous approfondirons la manière dont les paléontologues décryptent ces précieux fossiles d'œufs à travers les techniques de fouille et d'analyse modernes, nous permettant ainsi de révéler encore davantage de secrets enfouis au cœur des temps anciens. Nous avons jusque-là aperçu la diversité des œufs de dinosaures, tant sur leur aspect morphologique que sur leur formation et leur dépôt dans la nature. À présent, il est temps de lever le voile sur un autre aspect tout aussi essentiel: la manière dont les paléontologues parviennent à décoder ces précieux fossiles d'œufs. Derrière chaque découverte se cache toute une panoplie de techniques de fouille et d'analyse, mêlant patience, rigueur scientifique et technologie de pointe, qui permettent de révéler peu à peu les secrets de ces témoins du passé lointain. Le travail commence bien sûr sur le terrain, généralement dans des formations géologiques où la conservation exceptionnelle permet la découverte d'œufs fossilisés. La maîtrise du site est alors primordiale. Les œufs, souvent fragiles, sont délicatement extraits tout en conservant leur intégrité.
Cette étape de fouille demande une minutie extrême pour éviter toute détérioration. Et parfois les œufs sont extraits en blocs de roche afin d'être transportés dans des laboratoires spécialisés sans risque. Sur ces sites, la contextualisation des fossiles est aussi capitale. La disposition des œufs dans le sol, leur orientation, la nature des sédiments environnants et la présence éventuelle de restes d'adultes ou de juvéniles permettent de comprendre la dynamique de la nidification. Des relevés topographiques et la création de plans détaillés précisent la répartition spatiale, ce qui aide par la suite à interpréter les comportements reproductifs des dinosaures. Une fois extraits, les fossiles passent par un processus d'étude en laboratoire. L'une des premières étapes est l'examen macroscopique, souvent assisté par l'imagerie haute résolution, comme la photogrammétrie, qui crée des modèles 3D. Ces représentations facilitent l'analyse sans altérer les échantillons, tout en permettant une étude détaillée des formes, fissures, textures de surface et même la visualisation des structures internes à faible profondeur. Pour aller plus loin, les paléontologues utilisent des microscopes électroniques à balayage, MEB, qui dévoilent la structure microscopique des coquilles. Cette analyse permet de distinguer les couches de la coquille, la forme des cristaux calcaires et la disposition des pores, éléments essentiels pour comprendre le fonctionnement biologique de l'œuf et son environnement d'incubation. Une technologie révolutionnaire employée récemment est la tomodensitométrie à rayons X, micro-CT scan. Cette méthode permet d'explorer, de manière non destructive, l'intérieur des œufs fossilisés. Elle donne accès à des images 3D de l'embryon en formation, révélant parfois des détails incroyables comme la position précise du squelette embryonnaire, des tissus minéralisés, voire l'état des os naissants. Ces données représentent une mine d'informations sur le développement, les anomalies éventuelles et même le stade de maturation au moment de la fossilisation. Parallèlement, des analyses chimiques sont réalisées grâce à la spectrométrie de masse ou à la fluorescence X. Ces techniques mettent en évidence la composition minérale des coquilles, ainsi que la présence d'éléments traces ou d'isotopes stables, qui renseignent sur les conditions environnementales, la température ou encore la salinité, au moment où l'œuf s'est formé et a été enfoui. Les paléontologues utilisent également des méthodes de datation radiométrique pour situer précisément l'âge du site où les œufs ont été découverts. Associer ces datations à la stratigraphie locale permet non seulement de reconstituer une chronologie, mais aussi d'étudier l'évolution des stratégies reproductives au fil des millions d'années du Mésozoïque. La fouille n'est donc pas un simple acte de collecte. C'est un travail multidisciplinaire qui allie géologie, biologie, chimie et technologie moderne. Chaque technique apporte une pièce essentielle du puzzle, et c'est la confrontation de ces résultats qui permet d'avoir une vision la plus complète possible du passé. Un autre aspect important réside dans la conservation des échantillons. Une fois sélectionnés, certains œufs sont soigneusement restaurés pour éviter leur altération au contact de l'air ou de l'humidité. Ce travail est réalisé en laboratoire spécialisé ou des techniques modernes comme l'injection de résines stabilisantes ou la consolidation mécanique garantissent la pérennité des spécimens. Au-delà des techniques physiques et chimiques, la modélisation informatique est devenue une arme redoutable. À partir des données recueillies, les chercheurs créent des simulations du développement embryonnaire, des conditions climatiques du site ou encore des interactions entre les œufs et leur environnement. Ces modèles permettent d'émettre des hypothèses testables sur l'incubation, la protection ou encore les comportements parentaux des dinosaures. En résumé, le décodage des œufs fossilisés est un processus complexe et délicat, fruit d'une collaboration internationale entre disciplines et experts. Chaque œuf étudié raconte une partie de l'histoire de la vie, que la science s'efforce patiemment de reconstituer.
Dans la prochaine étape de notre voyage, nous plongerons au cœur des nids de dinosaures, explorant leur typologie, leur organisation spatiale et les matériaux utilisés pour leur construction, afin de mieux comprendre le contexte dans lequel ces œufs prenaient vie. Entrons maintenant dans l'univers fascinant des nids de dinosaures, ces sanctuaires précieux où la vie commençait dans l'ombre du passé. Les nids ne sont pas de simples amas d'œufs sans forme ni organisation. Ils reflètent des comportements complexes et évolués, témoignages indirects des stratégies reproductives et parentales de ces animaux disparus. Nous allons explorer ici les différentes typologies de nids, leur organisation spatiale, ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction, révélant ainsi un pan important de l'écologie des dinosaures. Loin d'être uniformes, les nids de dinosaures présentent une variété impressionnante en taille, en forme et en disposition. On observe notamment deux grandes catégories, les nids creusés ou en dépression dans le sol, et les nids construits à partir de matériaux organiques assemblés sur ou légèrement dans le sol. Les premiers, creusés directement dans la terre, sont les plus fréquemment retrouvés en fossiles. Ils prennent souvent la forme de dépressions circulaires ou ovalaires, plus ou moins profondes, juste adaptées à contenir un certain nombre d'œufs. Ces nids sont typiques chez plusieurs grands groupes comme certains sauropodes et ornithischiens. Par exemple, les nids de sauropodes géants se présentent souvent comme des cuvettes simples, parfois en groupes denses dans des zones de ponte collective, tandis que certains ornithischiens semblent avoir été plus méthodiques dans la disposition de leurs œufs. La seconde catégorie inclut des nids plus élaborés, utilisant des matériaux ramassés dans l'environnement, feuilles, brindilles, branches, voire mousse ou fougères. Ces nids superposaient souvent ces éléments pour créer une isolation thermique, une protection mécanique et un contrôle d'humidité. Les oviraptoridés, dinosaures proches des oiseaux, étaient connus pour réaliser de tels nids complexes, parfois en forme de plateau, avec une stratification remarquable. Ces constructions laissent penser à une réelle préoccupation pour le bien-être des œufs, allant jusqu'à la couverture quasi complète des pontes par ces matériaux. Au-delà des simples matériaux naturels, certains nids montrent l'utilisation astucieuse de la terre humide ou argileuse, compactée, qui stabilisait la structure, empêchant un effondrement rapide. Des traces de végétaux en décomposition pourraient également indiquer que ces dinosaures tiraient parti de la chaleur dégagée par la fermentation microbienne pour aider à l'incubation, une stratégie observée chez certains reptiles modernes. L'organisation spatiale des nids est aussi un aspect crucial. Sur plusieurs sites, les nids sont retrouvés en groupes ou colonies, parfois regroupés de manière dense sur des surfaces assez restreintes. Cette disposition peut refléter un comportement social, voire colonial, minimisant les risques de prédation grâce à la surveillance mutuelle, ou encore optimisant l'accès aux bonnes zones de ponte. Ces colonies ne doivent pas être confondues avec de simples accumulations accidentelles. La répétition des structures identifiables sur plusieurs couches sédimentaires montre leur usage répétitif sur plusieurs saisons. Certaines découvertes permettent aussi de délimiter des véritables zones de nidification, parfois vastes, où cohabitent différents stades de développement, œufs, embryons, juvéniles, suggérant des lieux de vie où les petits pouvaient progressivement s'éloigner des nids tout en restant protégés par le groupe. Par exemple, les fameux sites de Mayasora, dans les Rocheuses canadiennes, en sont une illustration emblématique. Les matériaux utilisés reflètent la diversité du milieu écologique. Dans les régions arides, les nids se formaient souvent avec des sédiments sablonneux compacts, tandis que dans les milieux plus humides, la végétation abondante servait de matériau principal, avec des couches plus épaisses, garantissant une hygrométrie favorable et une isolation thermique. Cette nuance
témoignent d'une capacité d'adaptation des dinosaures à leurs habitats respectifs. Par ailleurs, les traces fossiles de nids comportent parfois des indices de manipulation active. Des réarrangements volontaires de matériaux pour ajuster l'exposition au soleil, la protection contre l'eau ou encore la dissimulation contre les prédateurs sont suggérés par la disposition parfois symétrique ou ordonnée des composants. Ces observations démontrent que les dinosaures pouvaient investir des efforts importants dans la surveillance et la maintenance du nid durant la période d'incubation. Enfin, on peut souligner l'intérêt écologique et évolutif de ces recherches. La variation dans la construction des nids et leurs emplacements est révélatrice des pressions environnementales et biologiques qui régissaient alors la vie mésozoïque. Ces comportements, en fin de compte, représentent des adaptations essaimées, à même d'assurer la survie des œufs face à un milieu souvent hostile, riche en prédateurs et aux fluctuations climatiques significatives. Cette étude des nids, riche en enseignements, nous prépare à la prochaine étape, la découverte des sites emblématiques à travers le monde où des nids fossilisés ont été identifiés, depuis l'Asie jusqu'à l'Afrique en passant par l'Amérique du Nord et l'Europe, véritables archives d'un passé extraordinaire qui continuent d'alimenter la recherche paléontologique. L'univers des nids fossilisés de dinosaures nous transporte à travers des sites emblématiques dans le monde entier, véritables coffres-forts de la mémoire mésozoïque. Ces découvertes, réparties sur différents continents, de l'Asie à l'Amérique du Nord, en passant par l'Europe et l'Afrique, sont des témoins privilégiés de la diversité des comportements reproducteurs et des environnements où vivaient ces créatures fascinantes. Plongeons dans ces lieux exceptionnels qui ont façonné notre compréhension des dinosaures et de leur vie. Commençons par l'Asie, un continent où plusieurs sites majeurs ont permis la mise au jour de vastes colonies de nids, avec des œufs parfaitement conservés. Le désert de Gobi, en Mongolie, est sans doute le plus célèbre. Depuis les années 1920, les fouilles ont révélé des milliers d'œufs appartenant à diverses espèces, notamment des oviraptoridés, ces dinosaures proches des oiseaux et réputés pour leur comportement de couvaison. Ces nids sont souvent organisés en cercle ou spirale, avec des œufs disposés en couches stratifiées, parfois accompagnés des restes d'adultes en position de garde. Cette ère de nidification collective indique non seulement une reproduction groupée, mais aussi des formes avancées de soins parentaux et un comportement social développé. Plus récemment, d'autres découvertes en Chine, notamment dans la formation de Ganzhou, ont livré des nids avec embryons, fournissant des indices précieux sur le développement des petits. En Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada sont également riches en sites paléontologiques de nids. La formation de Two Medicine, dans le Montana, est remarquable pour ses nids de Maiasaura, un hadrosaure dont le nom signifie « bonne mère ». Ces nids, découverts dans les années 1970, ont révolutionné la compréhension des soins parentaux chez les dinosaures. Les fossiles d'embryons, juvéniles et adultes sur un même site, ont révélé que les parents s'occupaient des petits, une découverte majeure qui a démontré que les dinosaures n'étaient pas simplement des reptiles indépendants dès la naissance, mais qu'ils pouvaient manifester une forme de parentalité. D'autres sites, comme ceux de Hell Creek, ont permis de trouver des œufs de dinosaures variés, dont ceux du tristement célèbre Tyrannosaurus rex, offrant des aperçus de leur reproduction. L'Europe, souvent moins associée aux dinosaures que les autres continents, présente pourtant des sites importants, notamment dans le sud de la France, en Espagne et en Roumanie. Dans la région du Luberon en France, par exemple, des nids d'oviraptoridés et de petits théropodes ont été découverts, témoignant de leur présence et diversité à la fin du Crétacé. En Espagne, la formation de l'Agno a livré quant à elle
des œufs associés à des sauropodes, tandis que les nids du Hateg en Roumanie, datant du Crétacé supérieur, ont révélé des comportements coloniaux d'herbivores nains, adaptant leur reproduction à des conditions insulaires particulières. Enfin, l'Afrique, bien que plus limitée en découverte de nidification comparée aux autres continents, recèle néanmoins des sites précieux. La région du Sahara, par exemple, a livré des œufs de dinosaures appartenant à divers groupes, particulièrement dans les régions du Niger et du Maroc. Ces découvertes soulignent la présence de dinosaures dans des environnements arides, indiquant des adaptations spécifiques dans les comportements de nidification, peut-être incluant des stratégies de protection ou d'enfouissement accru pour pallier les conditions difficiles. Au travers de ces différents sites, une chose devient claire. La reproduction des dinosaures ne se réduisait pas à un simple acte isolé. La diversité des nids, des techniques de reproduction et des stratégies adoptées illustre un panorama riche et varié, largement influencé par les conditions locales, les groupes d'espèces concernées et les pressions écologiques. Notons également que l'étude de ces sites ne se limite pas à la seule géographie. La stratigraphie et la datation précise permettent de retracer l'évolution des comportements de nidification sur des millions d'années, montrant une progression parfois spectaculaire vers des stratégies plus complexes, jusqu'à la transition avec les oiseaux modernes. Ces sites emblématiques sont donc bien plus que des lieux de fouilles. Ce sont des laboratoires naturels, où la mémoire de la vie ancienne s'exprime à travers des fragments fossilisés, invitant à une meilleure compréhension du lien profond entre reproduction, environnement et évolution au temps des dinosaures. Dans la section suivante, nous analyserons les pontes multiples et l'organisation coloniale chez certains dinosaures, approfondissant ainsi l'aspect social et collectif de leur reproduction, qui se révèle essentiel pour comprendre leurs succès évolutifs dans des écosystèmes souvent concurrencés et changeants. Après avoir parcouru les sites emblématiques où de vastes nids fossilisés ont été découverts, il est essentiel d'approfondir une dimension fondamentale de la reproduction des dinosaures: l'analyse des pontes multiples et l'organisation coloniale chez certains groupes. Cette dynamique démontre que la reproduction des dinosaures ne relevait pas seulement de comportements individuels, mais impliquait souvent des stratégies collectives sophistiquées, axées sur la coopération, la survie des petits et l'adaptation environnementale. Les pontes multiples correspondent à la présence, dans un même site ou une zone restreinte, de plusieurs nids appartenant souvent à une même espèce et parfois même à un même groupe social. L'organisation coloniale désigne cet agencement spatial et social par lequel plusieurs individus, souvent des femelles, se rassemblent pour pondre et élever leur progéniture en proximité. Ce phénomène, aujourd'hui bien documenté chez certains dinosaures, possède des parallèles directs avec des comportements observés chez les oiseaux ou reptiles modernes. Mais il témoigne aussi d'un développement étonnamment ancien et évolué. Les sites de la formation de Nemegt en Mongolie illustrent parfaitement ce schéma. Là, des centaines de nids fossilisés, souvent en groupes denses et organisés presque symétriquement, ont été mis au jour. Cette concentration spatiale suggère que les dinosaures, principalement les oviraptoridés, suivaient une stratégie coloniale, pondant ensemble dans un espace protégé et possiblement participaient à la protection mutuelle des pontes. Cette stratégie réduit les risques de prédation individuelle par l'effet de groupe et facilite l'accès aux ressources indispensables pour la survie des œufs et des petits. En Amérique du Nord, les célèbres nids de Mayasaura, découverts dans le Montana, montrent également une organisation avancée. Les nids sont regroupés en vastes colonies. Dans certaines zones,
plusieurs dizaines de nids étaient empilés les uns à côté des autres, formant des villages où parents et jeunes cohabitaient. Ces observations ont modifié la compréhension ancienne des dinosaures comme êtres essentiellement solitaires, suggérant au contraire des comportements sociaux complexes, axés sur la coopération reproductrice, et peut-être même sur des formes primitives de soins parentaux. Les pontes multiples ne se limitent pas simplement à la proximité des nids. L'analyse minutieuse des strates fossilisées révèle souvent que ces colonies occupaient les mêmes lieux sur plusieurs saisons successives, entraînant la superposition de couches d'œufs et de sédiments. Ce comportement indique une fidélité au site, une forme de tradition reproductrice qui pourrait s'apparenter à des pratiques modernes d'animaux vivant en groupe. Dans certains cas, les paléontologues ont aussi constaté la présence de modifications ou d'ajustements des nids d'une année sur l'autre. Cela laisse supposer non seulement une réutilisation du site, mais aussi une plasticité comportementale pour optimiser la protection des œufs selon les conditions environnementales. L'organisation coloniale présente également des avantages évidents concernant la gestion des risques. En regroupant les pontes, certaines espèces pouvaient mieux défendre leur nid contre les prédateurs, assurer une surveillance collective et peut-être partager des tâches de couvaison ou de nettoyage du nid. Ce dernier aspect est particulièrement évoqué chez les théropodes proches des oiseaux, où les observations fossiles de postures de couvaison renforcent l'idée d'un engagement parental différencié et socialisé. Néanmoins, cette vie en colonie comportait aussi des défis. La concentration d'œufs et de juvéniles dans un même espace pouvait attirer davantage de prédateurs ou favoriser la transmission rapide de maladies. La coexistence de ces facteurs obligeait donc à un équilibre subtil entre coopération et compétition, d'autant plus que les ressources alimentaires environnantes devaient être suffisantes pour nourrir les jeunes dans ces zones densément occupées. L'étude des pontes multiples et des organisations coloniales s'appuie sur différents indicateurs fossiles. La répartition spatiale des nids, la similitude de la taille et de la forme des œufs, la présence d'embryons au même stade de développement, mais aussi sur l'analyse des sédiments qui entourent ces nids. La paléoécologie permet ainsi de reconstituer le contexte global de ces zones de reproduction et d'en déduire des stratégies adaptatives complexes. Par ailleurs, certaines découvertes en Europe et en Afrique, bien que moins fréquentes, suggèrent que ces comportements coloniaux n'étaient pas exclusifs à un seul groupe ou à une seule région, mais pouvaient représenter une stratégie évolutive répandue chez différents dinosaures à travers le temps et l'espace. On constate donc que la reproduction des dinosaures pouvait s'organiser sur un mode collectif favorisant la survie, le renforcement des liens sociaux et un partage des responsabilités. Cette approche, inattendue il y a quelques décennies, nous dévoile des comportements proches de ceux des oiseaux actuels, manifestation d'une continuité évolutive et d'une complexité comportementale insoupçonnée. Dans la prochaine section, nous approfondirons les stratégies mises en œuvre pour protéger les œufs, en particulier les méthodes de camouflage et les dispositifs de protection contre les prédateurs et les aléas environnementaux, aspects cruciaux pour assurer le succès des pontes dans un monde souvent impitoyable. Alors que nous avons découvert les modes de nidification et l'organisation sociale autour des pontes, il est crucial de se pencher sur les stratégies que les dinosaures employaient pour protéger leurs œufs contre les multiples menaces qui pesaient sur eux, qu'elles soient d'ordre environnemental ou liées à la prédation. Le camouflage et la protection des œufs étaient des éléments essentiels de la reproduction, car la survie des embryons dépendait en grande partie de ces tactiques ingénieuses. Dans un monde mésozoïque regorgeant de prédateurs, les œufs de dinosaures, riches en nutriments, représentaient une cible de choix. Par conséquent, de nombreux dinosaures ont développé des stratégies pour dissimuler leurs pontes
afin de limiter les risques d'attaque. Une des méthodes les plus évidentes reposait sur l'intégration des œufs dans l'environnement naturel. Certains dinosaures enterraient leurs œufs dans le sol, les recouvrant de terre, de feuilles ou de branchages, à la manière de plusieurs reptiles actuels, comme les tortues ou certains lézards. Cette pratique agissait non seulement comme un camouflage visuel, mais offrait également une isolation contre les variations de température et l'humidité. Les analyses des fossiles de coquilles d'œufs indiquent que beaucoup présentaient une porosité élevée, ce qui correspond à une incubation d'œufs enterrés où l'échange gazeux doit être optimisé malgré la couverture. Ce détail anatomique, en plus de suggérer l'enfouissement, corrobore que la protection étant passive, la nature compensait avec une coquille adaptée aux conditions d'incubation souterraine. Outre l'enterrement, certains dinosaures utilisaient le camouflage visuel comme méthode de dissimulation. Les œufs étaient de souvent pondus dans des nids disposés au milieu d'une végétation dense, parfois matelassés de débris organiques variés. Par leur couleur, texture ou disposition, ces matériaux permettaient de camoufler le nid, le rendant difficilement détectable aux prédateurs visuels. Ce camouflage naturel s'étendait parfois à la structure même de la coquille d'œuf, dont les couleurs ou motifs pouvaient se fondre dans l'environnement, bien que les preuves directes restent rares, étant donné la difficulté à conserver ces détails dans les fossiles. Pour certains groupes, notamment parmi les théropodes, la protection des œufs passait également par un comportement parental actif. Des fossiles montrent des adultes construites en position de couvaison sur leur nid, suggérant qu'ils utilisaient leur propre corps pour protéger les œufs de la chaleur, du froid ou des prédateurs. Cette forme de protection, proche de celle des oiseaux, permettait d'agir directement sur la température d'incubation, tout en dissuadant potentiellement certains petits prédateurs par leur présence imposante. Cependant, cette protection active pouvait comporter des risques. La taille parfois imposante des dinosaures adultes pouvait occasionner des dommages accidentels aux œufs fragiles, et les prédateurs les plus audacieux n'étaient pas toujours dissuadés par cette surveillance. Dans ce contexte, la vigilance sociale, dans les colonies de nidification, constituait un atout majeur. La présence de nombreux adultes autour des nids renforçait la protection collective, créant une sorte de bouclier de sécurité contre les attaques groupées de prédateurs. D'autres mesures de protection moins visibles sont aussi déduites par l'étude des fossiles. Par exemple, les dépôts de sédiments et la configuration des nids laissent suggérer que certains dinosaures pouvaient recouvrir partiellement leurs œufs avec des matériaux isolants, comme des mousses ou des fougères, afin de moduler l'hygrométrie et la température. Ceci constituait une barrière naturelle contre la dessiccation des œufs et les changements brusques de climat. Au-delà de la protection contre les prédateurs, les œufs devaient aussi résister aux conditions environnementales souvent instables du Mésozoïque. Les fluctuations de température, les inondations saisonnières, les vents violents et même les feux de forêt pouvaient compromettre la survie des œufs. La construction des nids dans des zones abritées, la sélection de sols bien drainés, parfois sur des pentes ou des terrassements naturels, était une première ligne de défense. La végétation voisine agissait comme un écran contre les intempéries, réduisant l'impact des rayons solaires et favorisant un microclimat stable. Enfin, certains éléments chimiques dans la coquille, comme la présence de minéraux renforçants, pouvaient contribuer à rendre les œufs plus résistants aux contraintes mécaniques, telles que l'écrasement ou l'érosion. Ces adaptations structurales témoignent de pressions évolutives importantes pour allier fragilité embryonnaire et robustesse face aux dangers. Cette double stratégie, combinant camouflage passif, protection active et adaptation physiologique, illustre parfaitement à quel point la reproduction chez les dinosaures
était le fruit d'une longue évolution, répondant à des défis multiples. Elle souligne également les nombreuses contraintes auxquelles devaient faire face ces animaux pour assurer la survie de leur progéniture dans des environnements souvent hostiles. En nous préparant à aborder les aspects liés à la température et à l'incubation, nous verrons comment ces conditions environnementales ont également influencé le développement embryonnaire, creusant encore davantage l'univers complexe de la reproduction des dinosaures. Plongeons désormais au cœur du développement embryonnaire des dinosaures, en analysant l'influence déterminante de la température et des conditions d'incubation sur la croissance des futurs petits. Ce sujet est crucial, car il éclaire à la fois les stratégies biologiques adoptées par ces créatures et les contraintes imposées par leur environnement, offrant ainsi une perspective holistique sur la reproduction mésozoïque. Chez les œufs de dinosaures, la température joue un rôle central dans la régulation du développement des embryons, tout comme c'est le cas chez nombre de reptiles et d'oiseaux actuels. Des études paléobiologiques combinant la structure des coquilles d'œufs et les données géologiques des sites ont permis d'estimer les températures approximatives auxquelles les œufs étaient incubés. Ces recherches montrent que la fourchette optimale tournait généralement autour de 25 à 35 degrés Celsius, une plage permettant un développement embryonnaire efficace, sans risque de stress thermique. Le contexte environnemental conditionne fortement cette incubation. En effet, température ambiante, type de sol, humidité et exposition solaire sont autant de facteurs qui agissent en synergie pour moduler le microclimat du nid. Par exemple, dans les régions tropicales d'alors, où les conditions climatiques étaient plus constantes, les dinosaures pouvaient se permettre des cycles reproductifs réguliers avec peu de variations saisonnières. En revanche, dans les zones plus tempérées, la reproduction devait être précisément synchronisée avec les périodes les plus propices, et le choix des sites de ponte devenait un élément crucial pour assurer le succès des œufs. Une des découvertes majeures concernant la température est liée à la structure même des coquilles d'œufs. Leur porosité influencée par des conditions de température et d'humidité permettait d'adapter la ventilation interne à la chaleur disponible. Des coquilles plus poreuses favorisaient la respiration embryonnaire dans des œufs enfouis, tandis que des coquilles plus épaisses et moins poreuses correspondaient à des œufs exposés. Ces adaptations montrent la remarquable capacité des dinosaures à tirer parti des particularités environnementales à leur avantage. Un autre aspect fascinant est la possibilité que certains dinosaures, particulièrement les théropodes proches des oiseaux, aient employé une couvaison active, utilisant leur propre chaleur corporelle pour maintenir une température optimale d'incubation. Cette hypothèse s'appuie sur des fossiles d'adultes retrouvés en position de couvaison sur leur nid et sur des modélisations thermodynamiques soutenant qu'un animal de cette taille pouvait effectivement stabiliser la température des œufs. L'influence de la température va bien au-delà du simple développement. Chez certaines espèces, elle pouvait déterminer le sexe des embryons, un phénomène bien documenté chez des reptiles modernes tels que les tortues de mer. Cette sexuation dépendante de la température, appelée détermination du sexe par température, TSD en anglais, est encore un champ d'exploration active chez les paléontologues, avec des analyses isotopiques et des modélisations tentant de restituer ce mécanisme chez les dinosaures. Le développement embryonnaire lui-même était sensible aux variations microclimatiques du nid. Une température trop basse pouvait entraîner un retard ou un arrêt du développement, tandis qu'une température trop élevée risquait de provoquer des malformations, voire la mort embryonnaire. Cela explique d'autant plus l'importance des comportements parentaux, comme le choix minutieux du lieu de ponte, la construction soignée du nid et la régulation passive ou active de l'environnement immédiat des œufs. Les paramètres environnementaux influençaient aussi la durée d'incubation.
variable selon les espèces. Certaines études suggèrent des périodes d'incubation allant de quelques semaines à plusieurs mois, en lien direct avec la température et la taille des œufs. Par exemple, les gros œufs des sauropodes, nécessitant plus de ressources, avaient des temps d'incubation plus longs comparativement aux œufs plus petits de certains théropodes. En complément, les conditions climatiques globales du Mésozoïque, marquées par des fluctuations parfois importantes, ont probablement exercé une pression sélective sur ces stratégies. Les récents travaux sur la paléoclimatologie montrent que les dinosaures adaptaient leurs patterns reproductifs en fonction des cycles de sécheresse, des périodes d'inondation ou des épisodes volcaniques influant sur la température locale. Enfin, la température et l'incubation ne sont pas des variables isolées. La qualité de l'air, la teneur en oxygène, l'humidité et la composition chimique du sol complétaient cet écosystème complexe dans lequel le développement embryonnaire s'inscrivait. Chaque adaptation devait donc être fine et réactive pour permettre la réussite de la reproduction dans des environnements souvent changeants et parfois extrêmes. En somme, la température et le contexte environnemental ont été au centre des stratégies reproductives des dinosaures, imposant des contraintes biologiques, mais aussi guidant des comportements évolutifs, allant de la sélection des sites de ponte à l'éventuelle couvaison par les parents. Cette symbiose entre biologie embryonnaire et environnement ouvre une compréhension riche et nuancée de la vie mésozoïque. Dans la prochaine section, nous inaugurerons l'étude des comportements de nidification chez les dinosaures les plus proches des oiseaux, explorant les indices de leur couvaison, leur organisation des nids et les parallèles avec nos oiseaux contemporains. Nous entrons maintenant dans un chapitre fascinant de la biologie des dinosaures. Les comportements de nidification chez les dinosaures les plus étroitement liés aux oiseaux modernes, notamment les théropodes et les oviraptoridés. Cette branche du règne mésozoïque, essentielle pour comprendre la transition évolutive vers les oiseaux, révèle des modes de reproduction et de soins parentaux d'une complexité surprenante, souvent empreints de stratégies inédites pour l'époque. Les théropodes regroupent une vaste lignée de dinosaures bipèdes carnivores, comprenant des espèces comme le célèbre Vélociraptor ou le Tyrannosaurus rex, mais aussi un groupe plus spécialisé d'oviraptoridés, petits à moyens dinosaures, souvent caractérisés par un bec sans dents et des crêtes osseuses sur la tête. Ces dinosaures partagent de nombreuses similitudes anatomiques et comportementales avec les oiseaux, ce qui se reflète particulièrement dans leurs pratiques reproductives. Parmi les découvertes clés figurent les fossiles d'oviraptoridés retrouvés en position de couvaison sur leur nid, une découverte majeure qui a bouleversé les conceptions précédentes. Contrairement à une vision longtemps dominante qui associait ces dinosaures à des prédateurs d'œufs, il est désormais établi que ces individus protégeaient activement leur ponte, à l'instar des oiseaux actuels. Leur posture recroquevillée, avec les membres antérieurs étendus pour couvrir les œufs, suggère un comportement de couvaison qui servait à réguler la température des œufs et à les protéger contre les prédateurs et les éléments. Les nids de ces dinosaures étaient souvent circulaires, composés d'un arrangement soigneux d'œufs inclinés, parfois en spirale, permettant un contact optimal avec la surface chauffée par l'adulte. Cette organisation très spécifique indique une capacité cognitive avancée et une planification précise pour maximiser le succès reproducteur. De plus, ces nids contenaient souvent un nombre limité d'œufs, ce qui témoigne d'un investissement parental plus poussé, loin des stratégies de reproduction par grandes pontes massives observées chez d'autres dinosaures herbivores. Le nombre restreint d'œufs suggère que les adultes consacraient du temps et de l'énergie aux soins plutôt que de se contenter d'un grand nombre d'œufs abandonnés à leur sort. Les analyses des embryons retrouvés dans certains œufs confirment aussi leur nature théropode et renforcent l'idée
d'un développement progressif sous la protection parentale. Leurs ossements, parfois partiellement ossifiés, indiquent que les jeunes tenaient déjà des comportements actifs dès l'éclosion, mais que leur survie dépendait en large partie de cette phase d'encadrement avant une autonomie complète. On observe également, chez certains théropodes, une certaine forme de nidification saisonnière, s'appuyant sur des données géologiques et paléoclimatiques. Ces comportements rimeraient avec une capacité à synchroniser la reproduction avec des périodes climatiques favorables, garantissant ainsi la disponibilité de ressources indispensables pour l'élevage. Par ailleurs, les oviraptoridés montrent parfois des adaptations morphologiques uniques associées au nid, comme des structures osseuses renforcées sur les bras, permettant une meilleure protection et modulation de la chaleur impartie aux œufs. Ce genre d'adaptation illustre parfaitement la coévolution entre l'anatomie et les comportements reproductifs. En somme, les théropodes proches des oiseaux exhibent des comportements de nidification sophistiqués, incluant la construction de nids organisés, la protection active des pontes et une stratégie reproductive plus qualitative que quantitative. Ces observations jettent un pont vivant entre les dinosaures non aviaires et les oiseaux actuels, témoignage d'une continuité évolutive profonde. Cette approche nous ouvre naturellement à la prochaine étape, où nous étudierons de manière plus précise les preuves et indices de couvaison active ou passive à travers les postures fossilisées et les empreintes associées, permettant de mieux comprendre ces gestes ancestraux qui perdurent dans le règne animal contemporain. Abordons maintenant un aspect particulièrement révélateur du comportement reproducteur des dinosaures, les preuves et indices de couvaison, qu'elles soient actives ou passives, attestées par des postures fossilisées et des empreintes associées. Ces vestiges exceptionnels constituent des fenêtres directes sur les habitudes de ces animaux, précisant si certains dinosaures protégeaient activement leurs œufs ou si, au contraire, ils adoptaient une stratégie plus passive, détachée de toute surveillance attentive. Le concept de couvaison active, tel que nous le connaissons chez les oiseaux modernes, repose sur le fait que le parent maintient physiquement ses œufs sous son corps, régulant la température par le biais de la chaleur corporelle. Pour longtemps, on a supposé que les dinosaures ne pratiquaient pas ou peu ce type de comportement, imaginant leurs œufs laissés seuls dans le milieu naturel après la ponte, protégés uniquement passivement par leur camouflage ou enfouissement. Toutefois, des découvertes majeures ont bouleversé cette vision. Dès la fin du XXe siècle, des fossiles d'adultes retrouvés dans des positions recroquevillées au-dessus de nids ont été mis en lumière, notamment en Mongolie, avec des spécimens d'oviraptoridés et d'autres théropodes. Ces fossiles montrent une posture typique de couvaison, le corps arqué, couvrant partiellement ou totalement un assemblage d'œufs, les membres antérieurs déployés en position protectrice. Ce positionnement rappelle étonnamment celui des oiseaux couveurs et indique que ces dinosaures maintenaient physiquement le contact avec les œufs pour assurer une température d'incubation constante. L'étude détaillée des marques squelettiques, comme l'usure des os ou les impressions laissées sur la surface sédimentaire sous-jacente, renforce encore cette hypothèse. Des empreintes de peau fossilisées sous les corps des adultes correspondent exactement à des zones de contact avec le nid, suggérant une véritable interaction entre le parent et les œufs. Plus encore, les analyses de certains fossiles ont permis d'identifier des structures modernes, comme un sac de couvaison ou des douces plumes abdominales, qui auraient pu être utilisées pour mieux isoler thermiquement les œufs. D'un autre côté, la couvaison passive, typique de reptiles comme certains crocodiles et tortues, ne nécessite pas que le parent reste physiquement sur les œufs. Ici, l'incubation s'effectue grâce à l'environnement, la chaleur solaire, la fermentation végétale ou la géothermie. Les preuves en faveur de la couvaison passive
chez certains dinosaures, se fondent principalement sur la disposition des œufs enterrés, la porosité élevée des coquilles et l'absence de fossiles d'adultes en position de garde. De nombreux nids de dinosaures herbivores, comme ceux des sauropodes, semblent correspondre à ce schéma. Les œufs découverts dans des champs de ponte, souvent enfouis à différentes profondeurs, suggèrent que la protection passive était la norme pour ces espèces. Ce comportement implique que les dinosaures comptaient davantage sur les conditions naturelles et la structure du nid pour assurer l'incubation. Par ailleurs, la répartition spatiale des nids, parfois isolés, et l'absence de traces d'adultes liées à certains sites, confortent l'idée qu'aucune couvaison active n'était mise en œuvre. Toutefois, cela ne signifie pas absence de soins parentaux, car d'autres formes de protection pouvaient exister, comme la surveillance périodique ou le déblaiement des débris autour des nids. Les avancées technologiques, notamment l'imagerie 3D et les tomographies, ont permis aussi d'identifier des empreintes fossilisées d'adultes à proximité immédiate des nids, parfois même en contact avec eux, renforçant la certitude d'une interaction parent-œuf. Ces traces ne sont pas simplement des hasards, mais semblent témoigner de la durée et la répétition d'un comportement de couvaison. Enfin, les études comparatives avec les oiseaux actuels, notamment les crocodiliens et les oiseaux couveurs, enrichissent notre compréhension de ces indices. La similarité des postures, des traces de plumes et des structures osseuses permet de proposer des modèles reproductifs où le lien biologique et comportemental entre dinosaures et oiseaux serait mieux illustré que jamais auparavant. En somme, les preuves de couvaison active ou passive chez les dinosaures dévoilent une palette de stratégies reproductives dynamiques, adaptées selon les espèces et leur écologie. Elles marquent une étape cruciale dans l'évolution des comportements parentaux, illustrant la continuité entre ces fascinants reptiles éteints et leurs descendants aviens. Dans la prochaine section, nous comparerons ces soins parentaux des dinosaures avec ceux des reptiles modernes et des oiseaux actuels, afin de mieux situer ces comportements dans une perspective évolutive et écologique élargie. Pour mieux comprendre l'évolution des comportements parentaux chez les dinosaures, il est indispensable de comparer ces pratiques avec celles observées chez leurs plus proches cousins vivants, les reptiles modernes et les oiseaux actuels. Cette analyse comparative permet d'éclairer les origines des soins parentaux chez les dinosaures, ainsi que leur complexité, qui parfois rivalise avec celle des espèces contemporaines. Les reptiles modernes, comme les tortues, les crocodiliens ou les lézards, présentent une grande variété de soins parentaux, mais souvent plus limités que ceux observés chez les oiseaux. La majorité pondent leurs œufs, puis les abandonnent, laissant les embryons se développer sans assistance. Toutefois, quelques exceptions existent. Par exemple, les crocodiles surveillent leur nid, aident parfois les petits à sortir du sol et les protègent pendant les premières semaines de vie. Ils peuvent aussi ajuster la couverture végétale pour réguler la température d'incubation. Néanmoins, ces soins restent principalement passifs et ne s'étendent pas à une couvaison active ou un apprentissage comportemental prolongé. Chez les oiseaux modernes, l'investissement parental est généralement très élevé. Les parents construisent des nids sophistiqués, couvant activement les œufs, régulent la température, protègent la portée des prédateurs et nourrissent les poussins jusqu'à leur autonomie. Les comportements sociaux, la coopération entre mâles et femelles, et parfois même l'aide de membres du groupe, montrent un haut degré de complexité. Ces soins constituent la norme adaptative, garantie d'une forte survie de la progéniture. Les dinosaures, quant à eux, semblent occuper une zone intermédiaire et même diversifiée entre ces deux extrêmes. Certaines espèces, notamment les théropodes proches des oiseaux, tels que les oviraptoridés, ont manifesté des soins parentaux très élaborés, proches des comportements aviaires actuels.
Comme nous l'avons vu, les fossiles montrent des adultes couvant activement leur nid, ce qui indique un investissement significatif dans la protection thermique et sécuritaire des œufs. D'autres groupes, tels que certains herbivores massifs, comme les sauropodes, ont probablement pratiqué des formes de soins plus limitées, peut-être autour de la ponte seulement, avec une incubation passive. Leur nid semblant constitué d'importantes colonies. La prolifération quantitative des œufs pouvait compenser un déficit de protection individuelle. Des études sur les nids de Maiasaura illustrent un stade évolutif vers une parentalité plus prolongée, avec des preuves d'alimentation et de protection des jeunes après l'éclosion, suggérant une forme d'éducation rudimentaire absente chez les reptiles classiques. Ainsi, les dinosaures démontrent une gamme variée et évolutive de soins parentaux. Leur comportement fut probablement modulé par la taille, l'écologie et la phylogénie, positionnant leur stratégie reproductive entre la quasi-abandon des reptiles et la dévotion élevée des oiseaux. Cette comparaison révèle également que certaines caractéristiques fondamentales des soins parentaux, comme la couvaison, la protection et l'apprentissage, ont commencé à apparaître bien avant l'émergence des oiseaux modernes, illustrant une continuité évolutive sur plusieurs dizaines de millions d'années. Dans la prochaine section, nous aborderons la transmission des savoirs parentaux chez les jeunes dinosaures pour savoir si ces comportements étaient principalement instinctifs ou s'il existait des formes d'apprentissage ou d'éducation au sein des groupes. Un sujet qui continue de passionner les chercheurs. Après avoir examiné la nature des soins parentaux chez les dinosaures, il nous faut désormais explorer un aspect tout aussi fascinant, la transmission des savoirs parentaux. Cette question touche au cœur même de la capacité des jeunes dinosaures à survivre et s'adapter, en se demandant dans quelle mesure leur comportement était dicté par l'instinct ou s'ils pouvaient apprendre par l'expérience et l'observation des parents. Chez les animaux modernes, la transmission des savoirs parentaux peut se faire de façon innée, par des comportements instinctifs codés génétiquement ou par l'apprentissage, où les jeunes acquièrent des compétences grâce à l'interaction avec leurs parents ou leur groupe social. Comprendre comment cela se passait chez les dinosaures demande de combiner l'étude des fossiles avec des analogies comportementales issues de reptiles et oiseaux actuels. Les premiers indices de possibles comportements d'apprentissage chez les dinosaures nous viennent des sites de nidification où l'on retrouve des groupes d'individus juvéniles avec des traces de croissance progressive et de proximité avec des adultes. Par exemple, dans les colonies de Maiasaura, les jeunes restaient plusieurs mois dans l'ère de regroupement avant de devenir entièrement indépendants. Cette cohabitation prolongée implique forcément une interaction entre générations, propice à une forme d'éducation, même rudimentaire. L'apprentissage a pu concerner des compétences vitales telles que la recherche de nourriture, la reconnaissance des prédateurs ou encore des formes de communication sociale. Certaines traces fossiles, comme des marques sur les os ou des variations dans la morphologie des jeunes, selon l'âge, témoignent qu'ils adoptaient progressivement des comportements plus autonomes et adaptés à l'environnement, donc certainement acquis par imitation ou expérience. Toutefois, il serait réducteur d'exclure l'instinct. Les comportements instinctifs, fondamentaux pour la survie immédiate, restent universels chez la plupart des animaux. Ils permettent aux nouveau-nés d'accomplir des actes essentiels, comme le fait de sortir de l'œuf, de grimper hors du nid ou de répondre à certains stimuli sans apprentissage préalable. Chez les dinosaures, la majorité des réflexes essentiels à la survie de base appartenaient très probablement à cette catégorie. Néanmoins, une des grandes différences entre la reproduction des dinosaures proches des oiseaux et celle des reptiles classiques peut résider dans la part relative de l'apprentissage. Les oiseaux et certains mammifères pratiquent une éducation longue
et détaillée, tandis que la plupart des reptiles abandonnent rapidement leurs œufs, limitant ainsi les interactions éducatives. Les fossiles et la taille des groupes juvéniles chez certains dinosaures suggèrent que ces derniers oscillaient entre ces deux modes. Ils combinaient des comportements instinctifs avec une certaine plasticité, permettant l'adaptation comportementale via l'apprentissage. Des études récentes, notamment à travers la modélisation comportementale inspirée de la biologie évolutive, suggèrent que cette combinaison d'instinct et d'apprentissage favorisa la survie et l'expansion progressive des dinosaures dans des milieux variés et souvent hostiles. Ainsi, ils disposaient d'un capital comportemental leur permettant d'affiner leur mode de vie selon les conditions locales, avantage qu'ils partageaient avec les oiseaux actuels. Enfin, il est important de rappeler que le concept de transmission des savoirs parentaux dépasse la simple nourriture ou protection. Il peut inclure la coordination sociale, la défense collective ou même des formes primitives de communication codifiées qui renforçaient les liens familiaux et de groupe. Ces dynamiques sociales étaient déjà présentes chez certains dinosaures, plantant ainsi les bases des comportements complexes que l'on observe aujourd'hui chez les oiseaux. Dans cette perspective, la transmission des savoirs parentaux chez les dinosaures représente un champ d'études clé pour comprendre l'évolution de la cognition animale et des interactions sociales, associant instinct et apprentissage dans un continuum ancien et fondamental. En poursuivant notre voyage, la prochaine section abordera le rôle des groupes sociaux dans la reproduction des dinosaures, mettant en lumière comment la coopération ou la compétition dans les communautés influençait la survie des œufs et des petits. Dans le vaste théâtre de la vie préhistorique des dinosaures, la dynamique sociale jouait un rôle central, particulièrement en ce qui concerne la survie des œufs et des petits. Comprendre comment ces grands reptiles géants interagissaient au sein de groupes sociaux, et si leur comportement était guidé davantage par la coopération ou la compétition, est fondamental pour saisir les mécanismes reproductifs qui ont assuré la pérennité de leurs espèces. De nombreuses observations paléontologiques suggèrent que certains dinosaures, notamment les hadrosaures et certains théropodes, vivaient et se reproduisaient en colonies, formant des groupes denses sur des zones spécifiques de nidification. Ces agrégations pouvaient regrouper plusieurs dizaines à centaines d'individus, rassemblant à la fois adultes, juvéniles et œufs. Cette organisation sociale complexe procurait plusieurs avantages adaptatifs majeurs. La coopération était probablement au cœur de ces groupes. En effet, pondre et protéger les œufs en commun permettait une défense collective contre les prédateurs. La surveillance regroupée pouvait dissuader les attaques et la protection offerte par plusieurs individus augmentait les chances que les petits atteignent l'âge adulte. De plus, la vie en groupe facilitait la transmission des savoirs parentaux. Les jeunes dinosaures pouvaient apprendre à reconnaître les dangers, rechercher de la nourriture ou adopter des comportements sociaux par mimétisme. Cependant, la compétition n'était pas absente. Dans la lutte pour les ressources alimentaires, les lieux de reproduction les plus sûrs, ou même dans la hiérarchie sociale, des conflits pouvaient émerger. Certains nids, plus proches de zones riches en nourriture ou mieux abrités, étaient sans doute préférés, ce qui créait une rivalité entre femelles pour assurer la meilleure survie possible à leur progéniture. Cette tension entre coopération et compétition pouvait se traduire dans la structure même des colonies. Par exemple, dans certains sites fossiles, la répartition spatiale des nids révèle une organisation où les nids les plus protégés étaient occupés par des individus dominants, tandis que d'autres, plus isolés et exposés, appartenaient à des individus subalternes. Une telle architecture sociale suggère une hiérarchie nuancée au sein des groupes. Par ailleurs,
la coopération pouvait s'étendre au-delà de la simple protection des œufs. Des comportements de soins collectifs, comme l'aide à l'alimentation des jeunes ou le nettoyage des nids, sont évoqués dans certains groupes, bien que l'évidence fossile reste indirecte. Ces comportements, analogues à ceux observés chez certains oiseaux ou mammifères actuels, témoignent d'une complexité sociale progressive qui allait bien au-delà de la simple survie individuelle. Une autre facette est la formation de groupes familiaux ou de bandes sociales mêlant plusieurs générations, permettant aux jeunes de rester protégés au sein du groupe après l'éclosion. Cette organisation renforçait la stabilité sociale et améliorait les chances de survie des petits, tout en assurant une meilleure organisation de la reproduction sur le long terme. En somme, le rôle des groupes sociaux chez les dinosaures révèle une dynamique où la coopération et la compétition coexistaient, formant un équilibre dynamique propice à la survie des œufs et des juvéniles. Cette dualité, analogue à celle observée dans de nombreuses espèces animales actuelles, souligne une complexité comportementale avancée, témoignant de processus évolutifs qui ont profondément façonné la reproduction et l'organisation sociale des dinosaures. Nous poursuivrons notre voyage en examinant comment ces stratégies ont parfois connu des échecs face à la prédation et aux pressions environnementales, et quelles adaptations ont été mises en œuvre pour maximiser la survie des descendants. À travers les âges du Mésozoïque, la reproduction des dinosaures fut soumise à de multiples pressions et défis, parmi lesquels les échecs fréquents, la prédation intense sur les œufs et les juvéniles, ainsi que la nécessité d'adaptation constante pour assurer la survie des descendants. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour saisir comment ces créatures ont pu persister et évoluer sur des millions d'années, malgré les contraintes implacables de leur environnement. L'échec reproducteur, sous la forme de perte d'œufs ou de mortalité chez les jeunes, était un phénomène naturel et répandu. La fragilité intrinsèque des œufs, souvent petits et exposés à des aléas climatiques ou biologiques, rendait la survie incertaine. Les cycles de reproduction massifs avec de nombreuses pontes représentaient un moyen de compenser ces pertes, adoptant une stratégie dite de pari reproductif. En produisant un grand nombre d'œufs, souvent enterrés ou dispersés, les dinosaures maximisaient les chances que quelques-uns atteignent l'âge adulte. La prédation constitue l'une des principales causes d'échec. De nombreux petits carnivores, prédateurs opportunistes ou même parfois des herbivores territoriaux, s'attaquaient aux œufs et aux jeunes vulnérables. Les fossiles de coquilles brisées ou mâchées, ainsi que les restes fossilisés de prédateurs près des nids, témoignent de cette intense pression biologique. Cette prédation a sans doute été un moteur évolutif puissant pour le développement de stratégies protectrices, qu'elles soient physiques, comportementales ou sociales. Parmi les stratégies d'adaptation mises en œuvre pour minimiser ces pertes, figure la construction de nids élaborés, souvent enfouis ou camouflés, réduisant la visibilité des œufs aux yeux des prédateurs. De même, l'existence de colonies de nidification, avec une forte densité d'individus, offrait un effet de protection collective, où la vigilance accrue et le comportement défensif des adultes protégeaient les petits. D'autres adaptations concernaient la durée et le rythme de l'incubation. Un développement embryonnaire plus court réduisait la période d'exposition au risque, tandis que la synchronisation des éclosions en masse pouvait submerger les prédateurs par un afflux brutal de proies, augmentant ainsi la survie relative de certains petits. Cette stratégie du nombre est observable chez plusieurs groupes de dinosaures et trouve des parallèles chez certains animaux modernes. Certains dinosaures ont aussi développé des soins parentaux prolongés, impliquant la surveillance constante et la protection active des jeunes après l'éclosion, réduisant ainsi leur vulnérabilité face aux menaces environnementales ou prédatrices.
Ces soins pouvaient inclure la fourniture de nourriture, la défense des petits et l'enseignement de comportements sociaux, autant d'éléments favorisant une meilleure réussite reproductive. Enfin, l'adaptation passait également par des modifications physiologiques, semblables à la robustesse de la coquille, la capacité à incuber dans divers types de milieux et la diversification des comportements de nidification, s'ajustant aux variations climatiques et aux changements d'habitat. Ces multiples stratégies témoignent d'un équilibre subtil entre pertes inévitables et réponses évolutives déployées pour maximiser la transmission du patrimoine génétique. Elles soulignent la résilience et la plasticité remarquables des dinosaures face aux défis de leur époque. En poursuivant notre regard, la prochaine section se penchera sur une étude de cas emblématique. Les célèbres nids de Maiasaura, qui ont profondément marqué la compréhension moderne des soins parentaux chez les dinosaures, éclaireurs d'un comportement social avancé. La découverte des nids de Maiasaura dans la région des Rocheuses canadiennes, plus précisément dans la formation géologique de Two Medicine au Montana, représente un jalon majeur dans notre compréhension des soins parentaux chez les dinosaures. Cette étude de cas emblématique a offert une vision saisissante et détaillée des comportements reproducteurs et des soins prodigués aux jeunes, bouleversant progressivement l'image ancienne du dinosaure simple reptile sans attachement parental. Maiasaura, dont le nom signifie littéralement « bonne mère », est un dinosaure herbivore appartenant aux hadrosaures, reconnu pour ses becs en forme de canard. Découverts dans les années 1970, ces nids ont été mis au jour par le paléontologue Jack Horner et son équipe, dévoilant non seulement des œufs fossilisés, mais aussi une diversité d'ossements juvéniles à différents stades de croissance, ainsi que des vestiges d'adultes retrouvés à proximité des sites de nidification. Cette accumulation a permis de comprendre que les petits Maiasaura ne quittaient pas leur nid immédiatement après l'éclosion, contrairement au comportement de nombreux reptiles modernes. Au contraire, ces jeunes restaient dans la colonie, nourris et protégés par leurs parents. Cela suggère un comportement parental prolongeant la phase de dépendance, avec un véritable investissement énergique de la part des adultes en termes de protection, d'alimentation et d'apprentissage social. L'analyse des dents fossilisées des juvéniles indique également qu'ils étaient alimentés avec des aliments diversifiés, adaptés à leur âge, ce qui implique une forme de nourrissage actif et différencié, caractère rarement attribué aux dinosaures. Ce constat marque une étape importante, témoignant d'un soin parental évolué, à mi-chemin entre les reptiles et les oiseaux modernes. Les nids eux-mêmes montrent une organisation spatiale dense, avec des œufs aménagés en cercle et des structures indiquant un remaniement fréquent pour assurer les meilleures conditions de développement. Cette architecture complexe souligne l'attention portée à l'incubation, à la protection contre les prédateurs et aux fluctuations climatiques. La découverte des traces de pattes juvéniles au sein même des sites a renforcé l'idée que les jeunes géraient peu à peu leur mobilité, suggérant un apprentissage progressif sous la surveillance des adultes, une dynamique comparable à celle observée chez certains oiseaux sociaux. En somme, le cas de Maiasaura a renouvelé la compréhension des liens entre dinosaures non aviaires et oiseaux, démontrant par l'archéologie comportementale que des formes complexes de soins parentaux existaient bien avant l'ère des oiseaux. Cela a contribué à effacer le cliché d'une reproduction peu soignée et à reconnaître les dinosaures comme des animaux au comportement social et familial sophistiqué. Cette étude de cas pose aussi les fondations pour des recherches futures, ouvrant la voie à l'exploration des variations dans les soins parentaux chez d'autres groupes de dinosaures et à la reconnaissance de comportements sociaux encore plus élaborés dans le règne mésozoïque. Dans la prochaine section, nous étudierons comment ces stratégies se sont modifiées au cours du Mésozoïque en réponse aux changements climatiques et aux pressions écologiques.
établissant un panorama évolutif des pratiques de reproduction. L'histoire du Mésozoïque, qui s'étend sur environ 180 millions d'années, englobe une période riche en bouleversements environnementaux et climatiques, ayant profondément influencé l'évolution des dinosaures, notamment leur stratégie de reproduction. Comprendre comment ces reptiles dominants ont adapté leur mode de reproduction face aux contraintes fluctuantes du climat et aux pressions écologiques diverses est fondamental pour saisir leurs succès évolutifs et, en fin de compte, leur disparition. Au début du Mésozoïque, durant le Trias et le Jurassique, le climat global était généralement chaud et humide, avec des zones équatoriales très luxuriantes. Ces conditions favorables ont permis aux dinosaures d'adopter des stratégies reproductives relativement simples, souvent caractérisées par de larges pontes dans des environnements sécurisés et stables. Les œufs étaient souvent enterrés dans le sol ou déposés dans des nids rudimentaires, et la prédation, bien que présente, n'imposait pas encore une forte pression sélective. Cependant, au fil du temps, plusieurs fluctuations climatiques majeures se sont produites, notamment au Crétacé, marquées par des épisodes de refroidissement, d'assèchement de certaines régions et de variations cycliques des précipitations. Ces changements ont nécessité des adaptations progressives chez les dinosaures dans leur mode de reproduction. Par exemple, dans des milieux devenus plus arides, certains dinosaures ont modifié leur site de ponte, préférant des sols plus stables ou couverts, afin de protéger les œufs des intempéries et de la dessiccation. La complexification des comportements parentaux est également attribuée à ces pressions. On observe ainsi une tendance vers des soins plus attentifs, y compris la construction de nids plus élaborés, la couvaison active, voire la protection prolongée des jeunes. Ces adaptations ont probablement amélioré le taux de survie des embryons dans des conditions parfois hostiles. L'évolution morphologique des œufs, notamment en ce qui concerne l'épaisseur et la porosité des coquilles, reflète aussi une réponse aux diverses conditions environnementales. Les œufs de certains dinosaures ont développé des coquilles plus résistantes pour prévenir la déshydratation ou pour se protéger contre la prédation accrue liée à la concentration des nids dans des colonies. Par ailleurs, la colonisation de nouveaux habitats, comme les îles ou des zones montagneuses, a engendré des adaptations spécifiques. Sur les îles, où les ressources étaient limitées et les pressions écologiques différentes, on observe des cas de nymphes insulaires chez certains dinosaures, accompagnés de modifications dans la reproduction, comme la réduction de la taille des œufs et des pontes adaptées à la densité de population. En outre, la compétition interspécifique et l'apparition de nouveaux prédateurs, tels que les mammifères primitifs et certains crocodiliens, ont accentué la nécessité de stratégies de défense, comme la nidification en colonie, la construction de nids fortifiés, ou encore l'organisation sociale visant à protéger la progéniture. Au fil du Mésozoïque, ces bouleversements et adaptations ont conduit à une diversité remarquable des stratégies reproductives des dinosaures, capables de conjuguer des comportements ancestraux avec des innovations biologiques et comportementales. Cette plasticité a permis à certains groupes, notamment les théropodes proches des oiseaux, de développer des comportements de soins très sophistiqués, préparant la voie à l'émergence des oiseaux modernes. Cette évolution des stratégies souligne également la relation étroite entre la reproduction et les conditions écologiques, la première devant sans cesse s'adapter aux mutations du second pour assurer la pérennité des espèces. Dans la section suivante, nous examinerons plus précisément comment ce passage des dinosaures non aviaires aux oiseaux modernes s'est accompagné de continuité et d'innovations majeures dans leur mode de reproduction et d'éducation, éclairant ainsi la chaîne invisible qui relie ces mondes à travers le temps. Le passage des dinosaures non aviaires aux oiseaux modernes représente l'une des transitions évolutives
les plus fascinantes et complexes de l'histoire de la vie sur Terre. Cette transformation, survenue il y a environ 150 millions d'années au cours du Jurassique tardif, est révélatrice d'un processus d'innovation graduelle dans les stratégies de reproduction et les comportements éducatifs, mêlant continuité ancestrale et adaptation novatrice qui ont permis aux oiseaux actuels de s'imposer dans presque tous les écosystèmes du globe. Les premiers oiseaux, héritiers directs de petits théropodes maniraptoriens, conservaient beaucoup de traits reproductifs de leurs ancêtres non aviaires. Parmi ces traits, la ponte d'œuf avec une coquille calcaire solide en était un fondamental. Cette continuité est attestée par la forme et la structure caractéristiques des œufs, souvent ovoïdes, semblables à celles retrouvées chez plusieurs espèces de dinosaures théropodes. Ces œufs étaient pondus dans des nids généralement bien organisés, parfois en colonies, indiquant un comportement social et une certaine sophistication dans la gestion des pontes. Cependant, des innovations importantes ont marqué cette transition, notamment en ce qui concerne la couvaison et les soins parentaux. Chez les dinosaures non aviaires, comme les oviraptoridés et certains dromaeosauridés, nous observons déjà des comportements de couvaison active, les adultes se plaçant au-dessus des nids pour maintenir la température optimale des œufs. Ces gestes sont les précurseurs directs des stratégies modernes des oiseaux, mais celles-ci iront encore plus loin. En effet, les oiseaux modernes ont développé une couvaison plus efficace, grâce à la présence de plumes modifiées, permettant une meilleure isolation thermique et un contrôle plus précis de la température. Ces plumes impliquent également un énorme investissement énergétique et comportemental chez les parents, renforcé par des rituels nidificateurs complexes, tels que la sélection rigoureuse du site de nidification, la construction méticuleuse des nids avec des matériaux variés et la défense active contre les prédateurs. Par ailleurs, l'éducation des jeunes s'est également approfondie. Si les dinosaures non aviaires montraient déjà des formes de soins prolongées, avec une cohabitation des juvéniles avec les adultes sur le site de nidification, les oiseaux ajoutent à cela un enseignement plus poussé. Cela inclut, par exemple, le nourrissage régulier des petits, l'apprentissage des techniques de chasse ou de nourrissage, la communication vocale sophistiquée, ainsi que des comportements sociaux et territoriaux complexes qui favorisent la survie et la transmission des savoirs. Sur le plan anatomique et physiologique, les oiseaux modernes ont aussi accru leur efficacité reproductive grâce à la perte progressive des dents dans leurs œufs et l'utilisation de structures osseuses légères, favorisant la mobilité et la protection accrue des jeunes. Ces transformations ont permis d'adopter des cycles reproductifs plus rapides et une plus grande diversité écologique. C'est donc à travers une mosaïque d'éléments anciens et nouveaux que la reproduction et l'éducation ont évolué, combinant des stratégies ancestrales conservées et des innovations adaptatives. Ce continuum illustre à quel point la reproduction chez les dinosaures et les oiseaux est étroitement liée, formant une chaîne de transmission biologique et comportementale qui traverse des millions d'années. Cette continuité et ces innovations montrent également que ce ne sont pas seulement des changements morphologiques qui ont conditionné la réussite des oiseaux, mais bien aussi l'évolution des comportements reproductifs et parentaux, une thématique centrale pour comprendre leur incroyable succès actuel. Dans notre dernier chapitre, nous envisagerons les perspectives de recherche futures, mettant en lumière les nouvelles technologies qui révolutionnent l'étude de la reproduction des dinosaures et les questions encore ouvertes qui continuent d'alimenter la recherche scientifique. En conclusion de ce long voyage à travers les mystères de la reproduction des dinosaures, il est pertinent de se tourner vers l'avenir et d'envisager les perspectives prometteuses que la recherche scientifique contemporaine et future offre à ce domaine fascinant. La paléontologie, soutenue par des avancées technologiques majeures,
continue d'évoluer rapidement, apportant régulièrement de nouvelles clés pour décoder les comportements et les stratégies reproductives des dinosaures, tout en soulevant des questions encore partiellement ouvertes. Parmi les technologies les plus innovantes, l'imagerie tridimensionnelle à haute résolution, telle que la microtomographie au rayon X, permet désormais d'explorer l'intérieur même des œufs fossiles sans les endommager. Cette technique donne accès au développement embryonnaire, à la morphologie précise des os en formation et parfois à des détails sur les tissus mous fossilisés. Couplée à la modélisation informatique, elle ouvre la voie à des simulations virtuelles de la croissance embryonnaire et des conditions d'incubation, offrant des perspectives inédites sur la dynamique du développement. Les analyses isotopiques et géochimiques se sont également imposées comme des outils puissants pour reconstituer les conditions climatiques et environnementales des sites de ponte, la température d'incubation et même le régime alimentaire des parents, à partir des traces conservées dans les coquilles d'œufs et les sédiments associés. Ces méthodes permettent d'affiner notre compréhension des interactions entre les dinosaures et leur milieu, ainsi que l'impact des changements globaux sur leur stratégie de reproduction. Par ailleurs, les techniques de fouille et de conservation se perfectionnent continuellement, avec des approches interdisciplinaires associant paléontologues, biologistes, chimistes et informaticiens, afin de préserver au mieux les fossiles fragilement conservés, tout en maximisant l'extraction d'informations. Malgré ces avancées, plusieurs questions fondamentales demeurent encore sans réponse. La nature précise des soins parentaux dans certaines espèces reste largement hypothétique, nécessitant des preuves directes plus nombreuses. De même, la manière exacte dont certaines stratégies de reproduction ont émergé au fil de l'évolution reste à clarifier, tout comme les interactions entre comportements instinctifs et apprentissage, ou encore la variabilité intra-espèces liée aux pressions écologiques. Un autre axe crucial concerne la compréhension de la diversité des modes de reproduction chez les dinosaures les moins connus et des groupes rares dont les vestiges d'œufs et de nids restent marginaux. L'exploration de terrains jusque-là peu fouillés, notamment dans certaines régions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, promet encore de belles découvertes qui pourront enrichir notre savoir. Enfin, la comparaison approfondie avec les comportements des reptiles et oiseaux modernes, intégrés dans des modèles évolutifs cohérents, continuera à fournir un cadre indispensable pour interpréter les données paléontologiques et pour discuter des origines des modes de reproduction actuels. En somme, le futur de l'étude sur la reproduction des dinosaures combine harmonieusement technologies modernes, fouilles innovantes et collaboration transdisciplinaire. Cette dynamique nous garantit de nombreux nouveaux enseignements à venir, permettant petit à petit de reconstruire avec précision l'histoire biologique et comportementale d'un groupe d'animaux qui fascine toujours autant l'humanité, tout en éclairant les racines profondes de la vie aviaire moderne. Ce cycle d'exploration, toujours en mouvement, invite à continuer la quête du savoir, mêlant patience et curiosité, afin d'approfondir notre compréhension du passé pour mieux comprendre le monde vivant d'aujourd'hui.